Chronique. Une émission de la rédaction de Storia Voce. En partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos émissions consacrées à notre partenaire Codex. Priscille Delassus, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Le numéro 16 de Codex vient de sortir. Donc Codex, c'est 2000 ans d'histoire chrétienne. C'est une revue consacrée exclusivement à l'histoire du christianisme. Un numéro spécial tous les trimestres. Alors pendant le confinement, il y a eu un numéro consacré évidemment à Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne ? À cause du centenaire évidemment de sa canonisation. Oui, exactement, sa canonisation qui a lieu en 1920 finalement, qui est très tardive. Et nous revenons un peu sur la grande épopée de Jeanne et aussi sur un peu les coulisses de cette reconnaissance par l'Église qui finalement n'avait rien d'évident parce que de son vivant, on pouvait considérer peut-être que Jeanne était une sainte personne, mais en tout cas pas une sainte. Et il a fallu des siècles pour que l'Église ait envie de s'approprier cette figure qui pouvait paraître polémique, politique. En tout cas, c'était une figure de combattante. Mais à la fin du 19e siècle, l'Église, et notamment cette grande figure de Monseigneur Dupanloup, qui était l'évêque d'Orléans, a voulu quelque part bien arrimer Jeanne dans le camp catholique à un moment où elle était finalement récupérée par de nombreux partis, y compris les républicains. Alors ça, c'est le numéro 15 de Codex qui est sorti. Malheureusement, nous n'avons pas pu le présenter. Nous le présentons de façon brève aujourd'hui. En revanche, nous allons nous étendre et passer tout notre temps sur la terre d'Israël au temps de Jésus. Il s'agit donc du dernier numéro, le numéro 16. Alors la terre d'Israël au temps de Jésus, c'est moins un numéro sur Jésus, bien évidemment, que sur cette terre qui a recueilli en quelque sorte ses pas. C'est une approche géographique que vous avez souhaité faire et archéologique ? Oui, c'est presque même une approche géopolitique, je dirais, en partant vraiment de ce très petit territoire qui était coincé entre la Syrie et l'Égypte et qui finalement occupait une place assez stratégique aux confins de l'Empire romain face à un peuple qui était les grands ennemis de l'époque de l'Empire, un peuple barbare, les Parthes, et ce qu'on appelait la Judée était vraiment aux marges de cet empire. Et on a vraiment voulu travailler sur cette notion de territoire avec de nombreuses cartes, autant à l'échelle de l'Empire romain qu'à l'échelle de cette terre de Judée qui, on y reviendra certainement, a été très fragmentée, que de la région de Galilée, celle qui a beaucoup traversé Jésus, et puis on a aussi travaillé sur les plans de Jérusalem. Alors avant de venir sur ce morcellement géographique, on ne peut dissocier un tel sujet d'une personnalité. Cette personnalité, c'est Hérode le Grand. Qui était Hérode le Grand ? Alors, Hérode le Grand, c'est vraiment un personnage assez incroyable et qui, je pense, va passionner nos lecteurs parce que dans la pensée commune, on en retient surtout l'épisode rapporté par l'un des 4 évangélistes, celui du massacre des innocents, dont on pense aujourd'hui qu'il est plutôt légendaire. Mais il y a une réalité derrière, c'est qu'il s'agissait d'un roi extrêmement cruel, mais aussi d'un grand roi, comme le dit son titre, Hérode le Grand. C'est un homme qui a eu d'abord un règne extrêmement long. Il a été couronné en -37 avant Jésus-Christ et il est mort en l'an -6. Donc on a 30 années de règne sur un territoire qu'il va réussir à agrandir avec la protection des Romains. En fait, Hérode le Grand, quelque part, c'est un parvenu. Son père était conseiller du roi de Judée précédent. Enfin, du roi. C'est pas exactement un roi, et c'est justement là que Hérode sera très fort. Il va réussir à récupérer le pouvoir, donc un changement de dynastie, et à obtenir des Romains qui vraiment sont un peu les arbitres de la région, ce titre de roi, cette couronne, pour régner sur ce territoire. Hérode le Grand, c'est aussi un bâtisseur. Il a créé des villes entières, un port, par exemple, artificiel à Césarée maritime, pour donner une ouverture sur la mer, le commerce. Il a complètement reconstruit le temple de Jérusalem, c'est à lui qu'on le doit.
Il a créé de nombreux palais, des forteresses. C'est vraiment un très grand souverain, avec bien sûr ses parts d'ombre. C'est un monde étonnamment moderne et extrêmement dynamique. Oui, on pourrait croire qu'il s'agissait d'une contrée arriérée, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, la Judée, elle est au contact de multiples influences. Il y a d'abord ce peuple juif qui a eu une longue histoire et qui a eu dans la région des influences depuis Alexandre le Grand, des influences hellénistiques. Donc il y a cette culture grecque qui imprègne toute la région au sens très large, jusqu'en Égypte, parce que les pharaons de l'époque, on est à peu près à la période de Cléopâtre, ont aussi cette culture grecque. Et puis on en parlait des Parthes, donc au contact des Parthes, au contact aussi des caravanes qui viennent du désert. On peut penser aux Nabatéens. Le site de Pétra est très connu aujourd'hui du grand public en Jordanie. Eh bien les Nabatéens arrivaient en fait jusqu'à Gaza avec des caravanes chargées d'encens, d'épices. Il y avait aussi les caravanes de Mésopotamie. Voilà pour le contexte oriental. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a ce monde romain. L'Empire, à cette époque, est en pleine construction. Il est en train de se structurer et finalement de construire une sorte d'espace unifié, non pas au sens d'un bloc monolithe, mais d'un espace économique qui va fonctionner ensemble avec des importations, des exportations et puis certains modèles communs. On peut notamment le voir dans les villes, en fait, les villes de Judée, et en particulier Jérusalem, n'ont vraiment rien à envier aux plus grandes capitales de l'époque. Alors c'est un monde, vous venez de le dire, il faut compter avec l'Empire romain, mais c'est un monde qui est très marqué par une identité, c'est l'identité judaïque, l'identité juive. Oui, et cette identité va, d'une certaine façon, être respectée par les Romains. Comme souvent, d'ailleurs, ça a été le cas dans l'histoire de la romanité. Exactement. En fait, parfois, on a l'impression de la romanité comme un rouleau compresseur, et ce n'est pas du tout le cas. Les Romains tenaient compte des identités locales, et en l'occurrence, l'identité juive était extrêmement forte, avec des interdits religieux particuliers. On peut penser que quand il fallait rentrer dans Jérusalem, les enseignes ou les étendards, eh bien, ne devaient pas présenter d'images humaines ou animales. Il fallait aussi respecter les interdits par rapport au temple. Dans certaines parties du temple, les païens ne pouvaient accéder. Et bien tout cela, en temps normal, les Romains le respectaient. Ils ont aussi accordé aux Juifs des exemptions particulières concernant le service militaire, en estimant que le respect du sabbat et puis des interdits alimentaires ne permettait pas aux Juifs d'assurer ce service militaire. Donc il y a eu toute une série en fait de privilèges accordés à ce peuple juif depuis que les Romains en fait ont mis le pied dans la région. C'était en moins 63 avant Jésus-Christ, à l'époque de Pompée le Grand, et ils vont choisir un mode de gouvernement, on pourrait dire indirect. C'est-à-dire que ce sont eux les arbitres de la région, mais ils vont confier aux élites locales le gouvernement de la Judée sous différentes modalités. On est dans un monde sous influence, avec cette forte identité, sous influence romaine, mais aussi sous influence grecque. Jérusalem est une ville sous influence grecque, et on parlait, en tous les cas beaucoup, parlait le grec. Oui, le grec était la langue des élites, la langue de la culture. C'est finalement cette langue qui faisait l'unité culturelle de la région au sens large, parce que pour ça il faut remonter aux conquêtes d'Alexandre le Grand, donc en moins 332, et qui a finalement laissé place à toute une série de royaumes hellénistiques dans la région, et qui ont profondément imprégné la culture et les mentalités. Et c'est pour cela que les évangélistes, quand dans la seconde moitié du 1er siècle, quand ils écriront les biographies de Jésus, ils vont tous utiliser cette langue grecque qui est celle de la culture. Et d'une certaine façon, on dit aujourd'hui que c'est un peu comme l'anglais que nous utilisons, la langue commune sur un large territoire. La royauté d'Hérode, elle domine un territoire qui est véritablement unifié. Alors, c'est un territoire, en fait, dont les contours ne cessent de se modifier.
Hérode agrandit son royaume au fur et à mesure de son règne. En cela, il est un peu le successeur des rois hasmonéens auxquels il succède avec c'est un changement dynastique, mais il s'inscrit dans une forme de continuité par rapport à eux. Mais en fait, ces régions ont quand même des identités assez différentes. La Judée est le cœur historique, vraiment ce noyau avec Jérusalem comme capitale. C'était l'ancien royaume de Juda, donc aux yeux des Juifs, c'est extrêmement prestigieux. Et ensuite, il y a des régions aux identités assez marquées. La Samarie, peuplée de gens considérés par les Juifs d'une certaine façon comme hérétiques. Parce que ceux de Samarie ne reconnaissaient pas le temple ou ne voulaient pas vouer un culte au temple. Oui, il y a vraiment des divisions religieuses alors que c'est un territoire voisin. Plus au nord, nous avons donc la Galilée qui est une terre très agricole et puis certaines régions ont été rattachées plus tardivement, notamment l'Idumée qui se trouve au sud et dont Hérode lui-même est originaire et sont des régions où les populations se sont converties au judaïsme finalement très récemment. Et il faut toujours un peu prouver la noblesse de son origine. Et pour Hérode, c'est une de ses problématiques, c'est qu'il vient d'une région beaucoup moins juive que la Judée. Et il y a encore d'autres territoires qui aujourd'hui finalement appartiennent à l'actuelle Jordanie, par exemple. La forteresse de Macéronte qu'on peut toujours visiter, qui est un site magnifique qui surplombe la mer Morte, était une forteresse d'Hérode et était dans cette partie qu'on appelle la Pérée. Il y a bien d'autres, vous le montrez dans la partie sur le roi bâtisseur, il y a bien d'autres résidences et de villas suspendues. Le nom de Masada, par exemple, est lié à la chute de Jérusalem, alors que Masada, c'était une villa suspendue en plein désert. Ouais, c'était incroyable Masada, parce qu'on est vraiment sur un relief là encore au-dessus de la mer Morte, dans une région complètement désertique. Et Hérode se fait construire à cet endroit-là. Il n'avait vraiment jamais peur de rien, et surtout pas de un peu bouleverser un lieu malgré des contraintes géographiques très très fortes. Donc il construit sur ce promontoire rocheux une villa à 3 étages, vraiment en attaquant la roche et en l'alimentant en eau, avec des bains incroyables qui visiblement étaient dans les plus perfectionnés de l'époque, et tout ça en plein désert. Vous évoquiez la Galilée, donc Jésus vient de la Galilée, de Nazareth. Avant d'évoquer Nazareth, que signifie être de Galilée à cette époque ? Alors la Galilée à cette époque, c'est une région très rurale, très agricole, très industrieuse, on pourrait dire, qui est quand même assez densément peuplée, énormément de petites exploitations, toutes les parcelles de terre quasiment sont cultivées, beaucoup de vignes, beaucoup d'oliviers, voilà, beaucoup de villages aussi, assez disséminés, quelques grandes villes, quelques pôles qui, eux, ont plus une mentalité, on pourrait dire, gréco-romaine. On peut citer la ville de Séphoris, qui se trouve non loin de Nazareth, mais aussi la ville nouvelle de Tibériade. Pour les Juifs, peut-être avec un certain snobisme, on pourrait dire que les gens qui viennent de Galilée sont peut-être un peu plus rustiques. On les reconnaît à leur accent, ils ne passent pas complètement inaperçus. Ce sont de bons Juifs, certainement. Ça, les fouilles archéologiques ont montré qu'ils respectaient bien les pratiques rituelles. Mais voilà, c'est vraiment le mot, sans doute plus rustique que les nobles familles sacerdotales de Judée et de Jérusalem. Alors, l'essentiel du ministère de Jésus se passe à Capharnaüm. Capharnaüm est au centre vraiment de sa prédication. Or, il y a des querelles archéologiques sur Capharnaüm que vous présentez. Oui, alors elles ont eu lieu autour d'une synagogue dont on a retrouvé les vestiges. Que l'on peut voir aujourd'hui. Oui, exactement, à la fin du 19e siècle. Mais en fait, on les a remis debout quelque part. Parce que quand les premiers archéologues ont découvert le site, les pierres étaient vraiment laissées à l'abandon, les murs n'étaient plus en élévation.
Et quand on a compris qu'il s'agissait d'une synagogue, bien sûr, cela a fait un écho très fort avec les évangiles, parce qu'on parle de cette synagogue dans laquelle Jésus a prêché, comme il était possible pour tout homme adulte juif de le faire, et qui aurait été offerte par un centurion romain. En réalité, il se trouve que les études archéologiques ont montré que la synagogue était bien postérieure au temps de Jésus, qu'elle correspondait à une autre époque de politique en Judée, une époque beaucoup plus romaine sans doute. Mais les derniers rebondissements de cette affaire ont montré que sous en fait cette synagogue postérieure, il y a bien sans doute une synagogue du 1er siècle. Oui, quand on y va, les guides montrent bien le fameux mur qui date pour le coup de l'époque de Jésus. Un royaume unitaire, mais qui est soumis un peu aux frontières mouvantes, mais qui ne résiste pas à la succession d'Hérode, qui a plusieurs fils. Oui, alors Hérode a quand même eu 10 femmes et énormément d'enfants. Et en plus, comme il en a tué quelques-uns, voilà, ça a peut-être un peu simplifié la donne. En tout cas, c'était certainement son but. Son souhait, ce qui est certain après de nombreux testaments possibles, son souhait, c'était de partager son royaume entre 3 de ses fils, en donnant quelque part la meilleure portion à Archélaos, qui récupérait la Judée. Donc on l'a dit, la Judée, c'est la partie la plus noble, la partie historique, la partie dont les Juifs sont fiers, avec cette perle qu'est Jérusalem. Archélaos récupère la Judée, tandis que ses 2 frères se partagent d'autres régions. Hérode Antipas, dont on parle au moment du procès de Jésus, récupère la Galilée. Donc Jésus était dans ce territoire-là, plus la Pérée de l'autre côté de la Jordanie. Et Philippe a récupéré les territoires du nord-est, vraiment dans des zones beaucoup plus païennes du côté de la Syrie. Assez rapidement, Archélaos n'a vraiment pas convaincu les Romains et notamment l'empereur Auguste, parce qu'il n'arrive pas à tenir sa place. Il y a des problèmes d'émeutes dans le peuple qu'il réprime dans le sang, et il n'y a vraiment aucun consensus autour de sa personne, alors que c'est lui qui devait hériter du titre de roi. Ce titre, il ne le portera jamais, et très rapidement, les Romains le mettront de côté pour installer à la place un préfet. Donc on passe à ce moment-là, on bascule dans un gouvernement direct de Rome sur ce territoire de la Judée et de la Samarie et de l'Idumée. Alors il y a un préfet qui est connu, c'est Ponce Pilate. Exactement. Contrairement à l'idée reçue, il n'était pas très populaire. Oui, alors Ponce Pilate arrive en 26 et il partira en 36, visiblement pareil, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau local et qu'il a mécontenté la population. Visiblement, c'était un préfet assez dur. Il faut se dire que le rôle d'un préfet, c'était de faire régner l'ordre. Lui, son siège était à Césarée-Maritime, donc une ville nouvelle. Il n'habitait pas Jérusalem, qui a perdu à ce moment-là son statut de capitale. C'est un monde. Nous avons parlé de géographie, nous avons parlé de région, mais c'est un monde également en effervescence sur le plan religieux. Vous décrivez toutes les sectes juives, les sectes entre guillemets juives au temps de Jésus, et d'ailleurs le mouvement que l'on appellera plus tard le christianisme est considéré au début comme une branche du judaïsme. Oui, exactement. Le judaïsme, à cette époque, a quand même des points d'unité très forts. Il y a ce temple de Jérusalem, le seul lieu où peuvent se dérouler les sacrifices. Mais c'est vrai qu'autour, il y a énormément de débats religieux. Il y a ceux qui croient à la résurrection, ceux qui n'y croient pas, ceux qui sont effectivement très centrés sur les pratiques rituelles, d'autres beaucoup moins, ceux qui sont focalisés sur Jérusalem et sur une pratique qui donne beaucoup de place aux prêtres, et ceux qui vont donner peut-être plus de place aux rabbins, à ceux qui vont enseigner dans les synagogues. Et puis on peut parler de groupes aussi qui attendent la venue du Messie, de groupes qui vont, les Esséniens par exemple, vivre dans le désert d'une façon très ascétique. Tout ça se mêle en plus de politique, de rapport aux Romains,
ceux qui vont faire certaines compromissions, d'autres qui au contraire vont trouver dans la religion une façon de résister à cette présence romaine. Donc le judaïsme est, c'est vrai, extrêmement divers à cette époque-là. Et le judaïsme, c'est aussi la diaspora. Et cette diaspora, elle est, on a du mal à se la représenter, mais elle est extrêmement importante dans l'Empire romain. Oui, alors un chiffre me semble très éclairant. Alors bien sûr, il s'agit d'une estimation parce qu'il est difficile d'avoir un recensement exact, mais les historiens aujourd'hui estiment que la population juive sur l'ensemble de l'Empire romain, qui est vraiment immense, qui correspond à l'ensemble du bassin méditerranéen, correspondrait à 8%. 8% de la population de l'Empire romain, finalement, seraient des juifs à cette époque-là. C'est extrêmement important. Où est-ce qu'on les retrouve finalement? Eh bien, beaucoup dans les villes. Alexandrie, Antioche. Ouais. Et toutes les villes où il y a du commerce, où on peut faire des affaires, où on peut travailler, et Rome bien sûr aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement l'expansion du christianisme va s'appuyer sur ce réseau très important. Alors à la fois dans le bassin méditerranéen, mais il est aussi présent en Mésopotamie par exemple, et ce sera l'histoire de l'Église d'Orient. Eh bien, c'est sur cette extension du christianisme que nous allons vous quitter. Je mentionne le fait qu'il y a aussi d'autres parties dans votre numéro, un reportage en Roumanie. Vous expliquez que une église est bâtie toutes les 2 jours, est inaugurée tous les deux jours. Oui. Donc vous avez un reportage photographique en Roumanie. Vous avez un reportage aussi, une interview de Paul Agnew, qui est un musicien baroque, et vous emmenez vos lecteurs sur les pas des Camisards dans la section patrimoine. Merci beaucoup, Priscille de Lassus, et on se donne rendez-vous pour le prochain numéro qui sera sur... Eh bien, sur les catholiques aux États-Unis dans la perspective de l'élection présidentielle du mois de novembre. Vaste sujet, s'il en est. Merci beaucoup, Priscille. Et je vous remercie pour votre fidélité, chers auditeurs. Je vous souhaite d'excellentes vacances et nous nous retrouverons à la fin du mois d'août pour une nouvelle saison de Storia Voce, donc la saison 2020-2021. Merci pour votre fidélité et bonnes vacances à tous.